Bon, voilà, on va attaquer parce que sinon on va prendre un petit peu trop de retard. Donc, prise en charge du diabète, les approches innovantes. On va essayer de faire un tour d'horizon rapide des approches innovantes. Je reçois pour en parler le docteur Emmanuel Lecornet-Sokol, qui est très dissipé et qui parle dans les rangs. Ça n'est pas bien du tout. Et qui est auteur, je vous l'ai dit plusieurs fois dans la matinée, mais vraiment il faut acheter ce bouquin. Vous l'avez dans l'espace librairie. Et si c'était hormonal. Quand est-ce que vous faites une deuxième version, Emmanuel ? J'y travaille. Ah, vous y travaillez. Ça veut dire que l'éditeur a demandé, parce que ça s'est bien vendu, mais que pour l'instant, vous traînez des pieds. Voilà, c'est ça, en résumé. Et donc avec moi aussi, Nicolas Gambardella, directeur de recherche au CNRS. Alors, ces approches innovantes. On va commencer avec vous, Emmanuel Lecornet-Sokol. Avant de parler des approches innovantes, déjà, traitement du diabète, on va parler des approches normales, et ensuite, on va voir ce qu'il y a d'innovant. Bon, Jean-Claude, je vous apprendrai rien que le premier traitement du diabète. Moi, j'ai tout à apprendre. C'est pas les médicaments. C'est le sport. C'est l'activité physique, pas le sport, voilà. Et l'alimentation. Voilà, et donc on dit maintenant les modifications thérapeutiques du mode de vie. Pendant longtemps, on m'entend bien ? Ouais. Oui. On disait les règles hygiéno-diététiques, comme si voilà, c'était de l'hygiène. Donc là, on est un peu rentré au XXIe siècle. Donc il y a ce quatuor, ces 4 piliers des modifications thérapeutiques du mode de vie, que sont la diététique, l'activité physique, pas forcément le sport, en tout cas la lutte contre la sédentarité, le sommeil, et je sais qu'ici aux entretiens d'Anguin, on y a été très sensible au sommeil, et la gestion du stress, on va dire de manière générale, même si c'est peut-être un mot... Vous voulez dire que j'endors le public, c'est ça ? C'est pas très gentil pour commencer la session. En tout cas, la qualité du sommeil est vraiment fondamentale. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que la Haute Autorité de Santé a sorti des recommandations l'année dernière. Donc, celles d'avant dataient de 2013. Donc, ils ont mis 11 ans à mettre à jour leurs recommandations. Et ce qui a été quand même très fort, c'est que la moitié, c'est un énorme, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est toujours des très gros textes, et la moitié de ce texte repose sur justement les modifications thérapeutiques du mode de vie, qui doivent être dès le début de la maladie bien sûr, mais en fait tout au long de la maladie. Donc ça. Après les médicaments, le premier médicament qu'on utilise, alors là je vais parler que de diabète de type 2, c'est la metformine. Ici, je peux dire des noms commerciaux ? Oui, vous pouvez. Donc, on va en parler d'ailleurs après avec Ozempic et tout ça. Donc parfois connu plus sous le nom de glucophage. Donc, c'est un vieux médicament, vraiment années 60, il me semble. On le connaît très très bien. C'est le seul de sa famille qu'on utilise encore parce que les autres avaient des effets secondaires. Et ça reste un pilier, ça reste l'un des plus efficaces, ça reste celui où on a le plus de recul. C'est un médicament qui est aussi plutôt protecteur sur le plan cardiovasculaire, et vous allez comprendre pourquoi j'utilise ces termes-là, qui est très efficace sur la glycémie. Alors certes, il a des effets secondaires, surtout au début, il peut donner des problèmes de diarrhée, de douleur au ventre. Donc il y a des petites astuces, il faut commencer à toute petite dose, à le prendre à la fin du repas. Donc tout ça, ça peut aider. Et donc ça reste, même si on entend parler de plein d'autres médicaments, en fait, à chaque fois que ces nouveaux médicaments, on en entend parler, ils ont toujours été utilisés dans les études avec la metformine. Donc ça reste un médicament important. Il peut arriver qu'on l'arrête dans certaines circonstances très particulières, dans des circonstances qu'on appelle aiguës, quand les patients sont hospitalisés pour un problème cardiaque, pour une opération. Ou alors on peut aussi l'arrêter parce qu'il est contre-indiqué chez les gens qui ont une insuffisance rénale très avancée. Et là, parfois, il y a un peu de confusion. Le médicament n'est pas toxique pour les reins, mais comme il est en partie éliminé par les reins, il peut trop s'accumuler quand on a une insuffisance rénale, donc c'est pour ça qu'il est contre-indiqué. Mais il n'est pas toxique pour les reins. Donc ça, c'est le premier, le plus important. Après, la Haute Autorité de Santé, elle nous a fait un joli tableau. Et en fait, ce qui est intéressant, et ça, elle a repris ce qui maintenant est pris au plan international. En fait, on va regarder, la première chose qu'on va regarder, c'est pas est-ce que le patient, son diabète est bien équilibré, c'est est-ce qu'il a d'autres maladies associées. Et c'est là où on change. C'est-à-dire que notre but, aux médecins, aux endocrinologues, aux médecins généralistes et à tous les autres professionnels, n'est pas que de normaliser le taux de sucre,
mais aussi de protéger les organes. Donc là, on a vraiment un changement de paradigme, un changement de façon de penser. Avant, vous aviez un médicament, on regardait, est-ce que votre taux de sucre est bien équilibré ou pas? Est-ce que l'hémoglobine glyquée est dans la cible ou pas? Oui, on ne change pas. Non, on rajoute un médicament et on empilait comme ça. Maintenant, on ne fait plus ça. On regarde, est-ce qu'il y a d'autres maladies? Et on regarde 3 choses. On regarde, est-ce que le patient a justement une maladie rénale chronique, un défaut des reins? Est-ce que le patient a une insuffisance cardiaque? Ou est-ce que le patient a déjà eu un événement cardiovasculaire, c'est-à-dire un infarctus, un AVC, une artérite, un stent? Ou est-ce qu'il est à très haut risque d'avoir un événement comme ça? Et s'il a un de ces 3 facteurs, même si son diabète est bien équilibré, on va lui rajouter un des médicaments protecteurs. Et donc on va en reparler. Il y en a 2 actuellement qu'on utilise beaucoup, qui sont les incrétines, Ozempic, Trulicity, ou les glyphlosines, Forxiga, Jardiance, Invancana. J'espère que j'ai perdu personne. Donc on regarde ça. On fait... Non, mais un point, on rajoute, vous venez de le dire, c'est pas en substitutif, on rajoute. On rajoute. C'est-à-dire que Michel vient me voir lundi matin, il m'amène son résultat d'hémoglobine glyquée, il est à 6,4%. Je l'avais vu l'année dernière, il est très bien équilibré sous metformine, mais il m'apprend que l'année dernière, il a eu un AIT, un petit AVC qui s'est rapidement résolu. D'emblée, je sais que je dois lui rajouter une de ces 2 familles de médicaments pour protéger son cœur, pour protéger ses artères. Quel que soit, même si son diabète est bien équilibré. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, ce qui fait qu'après, on a des médicaments, d'autres médicaments qu'on peut aussi utiliser, mais qu'on utilise soit si les patients, effectivement, n'ont pas de problème particulier ou qu'ils n'ont pas toléré ces 2 médicaments. C'est-à-dire qu'ils ont eu beaucoup d'effets secondaires. Alors, changement de paradigme, ça, on a bien compris. Mécanisme d'action de ces nouveaux médicaments qu'on rajoute, donc type Ozempic, tout ça. Mécanisme d'action. Et puis après, on parlera éventuellement de la politique, mes usages, ça, mais mécanisme d'action d'abord. Oui, vous. Et puis après, on va... Alors, donc la metformine, c'est un médicament qui permet de lutter contre l'insulinorésistance. C'est peut-être un élément dont vous avez déjà parlé ce matin. Pas mal, mais on peut réexpliquer. Donc, je rappelle que l'insulinorésistance, c'est la capacité qu'a notre corps de réguler la glycémie via une hormone qui s'appelle l'insuline. Donc voilà, c'est très... Tous les mécanismes d'ailleurs ne sont pas connus parce qu'en fait, ce médicament, la metformine, il va aider l'insulinorésistance, que ce soit au niveau du foie, au niveau des muscles, mais il y a peut-être aussi une action au niveau du microbiote intestinal. C'est très, très intéressant et même si ça fait très longtemps qu'on l'utilise, on ne connaît pas encore tous ses secrets. Ces 2 autres nouvelles familles de médicaments, donc je vais commencer par ceux qui sont sous forme de comprimés, qu'on appelle des glyphlosines, Forxiga, Jardiance, et qui un autre nom qui s'appelle inhibiteur de SGLT2. Désolée, ce n'est pas moi qui... Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont faire uriner le sucre. Dans les reins, on a plein de petits transporteurs qui font que tous nos déchets sont éliminés dans les urines. Et notamment, en fait, on a des transporteurs, normalement, qui font que si jamais il y a du sucre qui passe dans les urines, il est réabsorbé pour éviter justement de perdre trop d'énergie. C'est un moyen de stockage aussi pour le corps. Et bien en fait, ce médicament, il va obliger le rein à uriner le sucre. Le G de inhibiteur de SGLT2, c'est pour glucose. Et il y a un S au départ, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a du glucose qui va sortir dans les urines, donc qui va être évacué dans les urines, en même temps, il va emmener du sodium, du sel. Et en fait, c'est la raison pour laquelle ces médicaments, ils sont bons pour le diabète puisqu'ils font uriner le sucre. Et en plus, ils sont bons pour le cœur et pour les reins parce qu'ils vont aider à éliminer le sel. C'est probablement l'un des mécanismes. Bien sûr, c'est un peu simplifié. S'il y en a qui sont très aguerris, je peux bien sûr aller plus loin dans les explications, mais voilà le principe.
Il y a des questions là-dessus? Non, je continue. On verra les questions après. Ok. Incrétine. Et donc, juste pour dire, comme on urine du sucre, ça peut faire perdre 2-3 kilos. Voilà. Les incrétines, donc, on les appelle aussi les analogues du GLP-1 ou les doubles analogues du GIP-GLP-1, Ozempic, Trulicity, Mounjaro. Donc, c'est les 3 qu'on a le droit d'utiliser dans le diabète en France. Donc en fait, ils vont passer par des hormones qui sont fabriquées par l'intestin. On revient toujours à l'intestin. Donc dans l'intestin, quand on mange, notre intestin, quand les intestins voient les aliments arriver, ils vont fabriquer des hormones. À quoi ça sert les hormones? Les hormones, c'est des messagers. Donc ces hormones, ces incrétines, elles vont aller dire à tout le corps, attention, des aliments arrivent, préparez-vous. Et notamment, elles vont dire à l'estomac, ouh là là, il y a un gros repas qui arrive, ralentis, ne va pas trop vite. Elles vont dire au pancréas, allez, vas-y, commence à fabriquer de l'insuline puisqu'il va falloir digérer tous ces aliments. Et ces hormones, elles vont aussi remonter jusqu'au cerveau et dire au bout d'un moment, c'est bon, il y a de la nourriture qui est arrivée, maintenant il n'y a plus besoin de manger, donc ils vont permettre de contrôler l'appétit. Donc, effet sur la glycémie par le pancréas, effet sur le rassasiement et effet sur la satiété. Et donc c'est pour ça que ces médicaments, non seulement ils font baisser le taux de sucre, mais en plus, ils font qu'on va moins manger, ils vont permettre de contrôler l'appétit, et c'est par cet effet-là qu'ils font perdre du poids. Cibler plusieurs mécanismes moléculaires dans le diabète. Vous, quand on a préparé le congrès, Nicolas Gambardella, vous avez dit c'est bien, parfois oui, parfois non. Vous nous avez fait une réponse de Normand. Voilà. Racontez-nous tout ça. Donc, ensuite des médicaments mentionnés par ma collègue, on peut mentionner aussi les inhibiteurs des molécules qui dégradent ces incrétines, les GLP-1 et le GIP. Alors, on pourrait penser que en donnant des incrétines de synthèse et en inhibant la destruction des incrétines endogènes, on augmenterait l'effet, et ce qui n'est pas le cas. En fait, c'est pas toujours le cas. Et dans d'autres cas, par exemple, si on donne des sulfamides et des inhibiteurs du fameux SGLT2, non seulement on n'a pas d'effet, mais en plus, on a plus d'effets secondaires. Donc, ce n'est pas nécessairement une bonne idée de taper sur différents endroits du système toujours, mais parfois, ça fonctionne. Donc, en présence de metformine, toujours la metformine, si on donne des inhibiteurs de ces molécules qui dégradent les incrétines, on appelle cette molécule le DPP4. Donc, si on inhibe cette molécule et qu'en plus on donne Jardiance, les inhibiteurs du SGLT2, alors en revanche, on augmente l'effet. Donc parfois, il est bon de taper à différents endroits du système parce que vraiment, ce qu'on a, c'est un système qui régule l'insuline, qui régule le glucagon et bien sûr qui régule donc, le glucose dans le sang. Donc ça, ce sont pour les molécules traditionnelles. Et maintenant, peut-être que je peux... Si on passe aux nouvelles générations... On va passer aux nouvelles générations, mais d'abord, une chose. Ce matin, on a beaucoup parlé de prévention. Mm-hmm. Alors, et vous nous dites, Emmanuel, changement de paradigme, on va protéger des organes. Est-ce que, aujourd'hui, on peut dire que les gens, il y a toute une polémique autour du mésusage d'Ozempic, on dit c'est pas bien, ils utilisent ça juste pour maigrir et pour être plus beau. Est-ce qu'on peut dire que il y a un usage en préventif, finalement, de ces molécules-là qui vont protéger les organes, qui vont nous prévenir de l'obésité, qui vont... Est-ce qu'on peut utiliser ces médicaments en préventif ou pas du tout? Sous le contrôle de son médecin, bien sûr. Alors déjà, oui. En fait, on a ce qu'on appelle des indications pour les médicaments. Donc si je repars par exemple de l'Ozempic et du Trulicity, ce sont 2 médicaments dont l'indication est le diabète. Donc on ne doit l'utiliser que chez des personnes qui ont du diabète. Par contre, si par exemple je dois choisir un médicament chez un patient qui n'a pas les problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui est effectivement un patient avec un diabète de type 2 et qui a une obésité, oui, je vais
plutôt choisir probablement un analogue du GLP-1, donc l'Ozempic ou le Trulicity, parce que je sais qu'en plus de son effet sur son diabète, sur sa glycémie, si par exemple il n'était pas suffisamment bien équilibré avec de la metformine, je peux aussi l'aider à perdre du poids. Mais Là, un patient obèse non diabétique, alors, un qu'est-ce que vous patient allez faire là en situation d'obésité qui n'a pas de diabète, on a aujourd'hui à notre disposition 3 médicaments qui sont disponibles, qui ne sont disponibles que sur prescription et qui ont une indication dans l'obésité. Mais on parle d'obésité, on ne parle pas de « j'ai besoin de perdre 3 kilos avant le mariage de ma fille ». Qu'on soit bien d'accord. Donc quand parfois, effectivement, certains patients peuvent venir en disant « j'ai pris un petit peu de poids, je sens que je suis passé d'une taille 34 à une taille 36 », non, ce n'est pas une indication. Par contre, utiliser ces médicaments, donc, qui sont le Wegovy et le Mounjaro et le Saxenda, dans l'obésité, ça fait partie de leur indication. Ce n'est pas du mésusage. Le mésusage, c'est d'utiliser les médicaments en dehors de l'indication. Donc si j'utilise de l'Ozempic pour un patient qui a un problème d'obésité, qui n'a pas de diabète, c'est du mésusage. Si j'utilise du Wegovy, sachant que c'est la même molécule, chez un patient qui n'a pas de surpoids et qui veut juste perdre quelques kilos à visée esthétique, c'est du mésusage. Par contre, si j'utilise du Wegovy ou du Mounjaro chez une personne qui a une obésité, éventuellement avec de l'hypertension, ou une femme avec un indice de masse corporelle à 32 et un syndrome des ovaires polykystiques, c'est un usage adapté et indiqué. Et là, il y a une confusion. Pourquoi il y a une confusion ? Parce que, en fait, comme c'est la même molécule, l'Ozempic et le Wegovy, et que le Wegovy est arrivé plusieurs temps après, et que les gens sont quand même assez bien informés de nos jours avec les réseaux sociaux. Ils se sont dit que etc. c'était une nouvelle génération de... Voilà, en fait, c'est la même molécule, mais il fallait le temps que les choses soient développées, que les études scientifiques soient faites dans des bonnes conditions. Et l'utilisation de ces médicaments dans l'obésité est très bien étudiée, hyper surveillée. Et justement, ça permet de prévenir. C'est-à-dire que même l'une des meilleures indications, c'est justement chez les gens qui ont un prédiabète. Un prédiabète, c'est quoi ? C'est la glycémie entre 1,10 et 1,25. Donc quelqu'un qui a une glycémie à 1,20 plusieurs fois, qui est un peu limite, vous savez, le docteur, il dit « Ah là là, vous êtes limite, attention au sucre », et qui a une obésité, utiliser un de ces médicaments, ça permet, dans plus de 90% des cas, de revenir à un état de non-diabète. Donc, on se résume. Metformine, dans tous les cas, ça c'est la base. Wegovy, Mounjaro, Saxenda pour l'obésité. Trulicity, Ozempic et Mounjaro pour le diabète. Ouais, alors c'est vrai on a résumé. Oui, Hein, surtout que bon. Mounjaro, c'est pour les deux. Mais Mounjaro, Voilà. de toute façon, n'est pas remboursé pour le moment, que ce soit malheureusement dans le diabète ou dans le... Obésité, diabète, tout ce que je viens de citer là, c'est à vie ? Alors, dans le diabète, oui, enfin, sauf... Alors, est-ce que les médicaments doivent être pris à vie ? C'est la question De que je manière générale. Bon. En tout cas, c'est du traitement, on appelle ça long cours. Parce que aussi, on a beau parler des médicaments, qu'on rajoute des médicaments, parfois il peut arriver dans la vie des événements, des problèmes de santé qui font qu'on peut aussi déprescrire des médicaments, c'est-à-dire décider de modifier les traitements. En tout cas, c'est des traitements long cours. On va avoir très très prochainement, là, d'ici quelques semaines, les recommandations françaises pour l'utilisation des médicaments de l'obésité. Je serais étonnée que ce ne soit pas des médicaments aussi dans l'obésité au long cours, parce qu'on sait qu'à l'arrêt, Voilà. les patients ils reprennent du poids. Et d'ailleurs, les patients à qui on donne de l'Ozempic, qui ont du diabète, à qui on l'arrête, souvent on voit la glycémie remonte. Ribelsus, vous n'en avez pas parlé. C'est par voie orale, ça. Alors, je ne sais pas si c'est déjà disponible en France, mais donc, alors, le problème de ces, de ces traitements, c'est que ce sont des traitements qu'on dit peptidiques.
Et donc, si on les prend directement par voie orale, ils sont dégradés. Et donc, il faut prendre des médicaments complémentaires pour modifier leur absorption. Donc, c'est pas idéal. Mais il y a une nouvelle génération de petites molécules, donc pas des molécules peptidiques qui sont aussi des analogues du GLP-1 qui pourraient un peu changer la donne. Je sais pas ce que tu en Alors, penses. c'est l'insuline en gélule, c'est ça dont vous voulez parler? Non, c'est pas de Non. l'insuline, ce sont des Bon. analogues du GLP-1 D'accord. chimiques, non peptidiques. On fait à la fin la recherche et puis Mhm. tout ce qu'il y a de nouveau. Mhm. Mais je voulais revenir. Allez-y. Si je voulais intervenir sur la prise d'analogues du GLP-1, est-ce que ce sont des traitements à vie? Alors d'abord, il faut savoir que quand on arrête le traitement, effectivement, on reprend. Tous les essais cliniques le montrent. Alors on ne reprend pas tout. Le problème, c'est que quand on perd du poids, on perd de la masse grasse et de la masse musculaire. Ce qu'on reprend, c'est principalement de la masse grasse. Si on fait pas, si le traitement n'est pas accompagné d'une activité physique encadrée et stimulée. Donc c'est vraiment pas un traitement qu'on prend pour perdre du poids et puis après on arrête. Donc ça c'est pour la partie négative. Pour la partie positive, donc ça je m'éloigne un peu du diabète, c'est plus l'obésité, mais l'obésité entraîne beaucoup de problèmes. Le petit film qu'on a vu avant cette session parlait des maladies des AVC, mais évidemment il y a aussi tout ce qui est inflammation, toutes les conséquences à long terme. Donc ces molécules, on peut envisager que effectivement on s'achemine vers une situation où de la même façon qu'on prend des médicaments contre l'hypertension à partir d'un certain âge et on les prend à vie, on pourrait prendre ce genre de traitement une fois qu'ils seront plus faciles à prendre effectivement par voie orale. Vous avez raison, quand on dit médicaments à vie, ça fait peur, mais on oublie que les statines, on les prend à vie, que l'hypertension, on la prend à vie, donc on prend déjà beaucoup de médicaments à vie. On va essayer d'avancer. Et je voudrais juste finir. Allez-y. Oui, juste pour parce qu'on parle du diabète, on parle de l'obésité, mais il y a plusieurs affections associées. Donc hier, j'ai soumis un papier sur la stéatose hépatique. Et donc, un des effets des analogues du GLP-1 qu'on a découvert, c'est qu'il y avait une rémission forte de l'accumulation de gras dans le foie. Et si on parle des troisième générations, c'est encore plus... Stéatose hépatique, il y avait une question ce matin d'une personne, donc c'est le NASH, hein, c'est pour reboucler. Vous vouliez rajouter quelque chose, non? Non. En cours de développement, les triples agonistes, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc alors la première génération, la molécule, c'est le sémaglutide. Alors initialement, ce qui est intéressant, c'est que c'était une molécule qui venait d'un serpent ou d'un lézard, l'exénatide. Oui. Et on l'a progressivement modifiée pour la rendre plus stable. Donc ça a donné le Saxena et puis maintenant le Wegovy et l'Ozempic qui sont le sémaglutide. Donc ces molécules tapent sur un récepteur, le récepteur du GLP-1. C'est pour ça qu'on les appelle des analogues du GLP-1. Ensuite, il y a une seconde génération de molécules. Donc c'est le fameux Mounjaro. La molécule, c'est le tirzépatide, qui tape à la fois sur le récepteur du GLP-1, donc, qui est sur les cellules bêta du pancréas, qui libèrent l'insuline, et qui tape sur les récepteurs du GIP, ou tu dis GIP, ouais. Et qui se trouve également sur les cellules alpha du pancréas qui libèrent le glucagon. Donc ça, c'était la seconde génération. On pourrait mentionner le survodutide qui est pas vraiment développé, accepté en ce moment. Non, mais qui va... Enfin, je sais que le laboratoire est en cours. Qui, lui, tape sur les récepteurs du GLP-1 et sur les récepteurs du glucagon. Donc le glucagon, c'est l'hormone qui a un effet opposé à l'insuline. Et donc ça, c'était la seconde génération qui marche très bien. Et maintenant, en phase 3, il y a la troisième génération. Donc la troisième génération de médicaments tape sur le récepteur du GLP-1, sur les récepteurs du GIP et sur le récepteur du glucagon. D'accord ? Et chaque génération montre un effet un peu plus important, à la fois sur le diabète, sur l'obésité, mais aussi sur la stéatose hépatique, l'accumulation de gras dans le foie. Donc c'est un exemple où, en fait, en tapant sur plusieurs systèmes à la fois, parfois ça marche. Après, est-ce qu'on a le recul nécessaire pour connaître les effets secondaires à long terme et les effets vraiment... Ça, je ne sais pas. Et ce qu'il faut peut-être mentionner, c'est que ce n'est pas miraculeux, ça s'accompagne d'un changement de vie. Parce qu'en préambule, Emmanuel Locker-Sokol nous a bien dit, activité physique et alimentation équilibrée. Donc si on prend des médocs mais qu'on continue à bouffer n'importe quoi et à rester sur son canapé,
Ça ne va pas forcément aider, non? Ça, la nausée qui accompagne ces médicaments va modifier l'alimentation Alors, de toute façon. C'est un peu plus compliqué que ça, déjà parce que les problèmes d'obésité ne sont pas dus que... il faut sortir aussi de la caricature, on est sur son canapé et... Ce que je voulais simplement dire, c'est que... Ouais, mais avec les médicaments, il y a une hygiène de vie, c'est important. Oui, mais en fait, là où ça nous a aussi beaucoup fait progresser, nous, soignants, mais même les patients peut-être ont encore plus conscience que le contrôle de la prise alimentaire est modifié. C'est-à-dire qu'en fait, on a moins envie de manger, pas simplement parce que, comme disent les mauvaises langues, on a envie de vomir, c'est pas vrai. C'est aussi il y a des effets secondaires quand même. Oui, il y a les effets secondaires, mais pas que. C'est-à-dire que même sans effets secondaires, votre assiette, si elle était trop importante, là où d'habitude vous terminiez votre assiette, parce qu'en plus vous avez sûrement toujours appris que votre mère vous a dit termine ton assiette, ne gâche pas, et bien en fait, quand vous avez assez mangé, votre estomac vous dit mais ça y est, tu as assez de manger. Et ce n'est pas des nausées. Ou là où vous aviez tendance à, quand vous passiez devant telle boulangerie, aller vous acheter un petit gâteau, bah là vous passez devant et pourquoi vous me regardez ? Non mais et donc ça modifie aussi l'appétence. Beaucoup de patients décrivent qu'ils sont plus attirés, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais beaucoup, vers des aliments plus sains. Ils ont plus envie de manger des légumes et des grillades que du cassoulet et des brownies. Enfin, je n'ai rien contre eux. Et c'est vrai que c'est très surprenant, et même pour les patients eux-mêmes, là où ils disaient, mais en fait, je ne me rendais pas compte, docteur, mais j'avais plein de petits grignotages dans la journée que je négligeais parce que c'était des toutes petites choses, mais cumulées sur les journées, sur les semaines, ça faisait beaucoup. Et là, on a aussi un apaisement vis-à-vis de la nourriture. Et c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Alors bien sûr, on ne connaît pas alors à long terme les analogues du GLP-1, oui, on commence à les connaître. Non, on ne connaît pas à long terme les effets des doubles agonistes. On a quand même des interrogations sur certains effets secondaires rares qu'on voit apparaître, les problèmes biliaires, les problèmes ophtalmologiques. On a des interrogations sur... donc, bien sûr, c'est des médicaments qui sont contre-indiqués pendant la grossesse et l'allaitement, mais on sait que parfois, on peut avoir une grossesse inattendue. Pour l'instant, on n'a pas de feu rouge, mais voilà, il y a quand même des choses sur lesquelles il est évident qu'on s'interroge et on est extrêmement attentif. Donc, je ne suis pas là pour dire que c'est un miracle, mais c'est un outil de plus dans une maladie qui longtemps n'a pas été considérée comme sa maladie. Il nous reste on est en train d'empiéter un peu sur la session mais comme vous êtes là sur la session d'après, on se rattrapera. On va essayer d'avancer un petit peu, juste par rapport aux assiettes, et vous disiez que ma maman m'avait appris à finir mon assiette. Juste en 30 secondes, il y avait une étude très très intéressante qui avait été faite sur le diamètre des assiettes aux États-Unis. Et il se trouve que le diamètre des assiettes entre les années 40 et les années 80 avait augmenté de 10 cm. Donc fatalement, on en met plus pour que ça ait l'air rempli. Alors, et maintenant, il y a un mouvement aux États-Unis, justement, suite aux gens qui prennent le Ozempic, tout ça, pour avoir des assiettes plus petites dans certains restaurants alors ils appellent ça Ozempic friendly. C'est pour les gens qui prennent de l'Ozempic et qui veulent continuer quand même à avoir une vie sociale et à être au resto avec des gens. On leur fait des petites assiettes. C'est assez drôle. Oui, mais même la grande chaîne de supermarchés Walmart a fait des études justement avec des patients pour voir quels aliments étaient les plus attractifs pour eux parce qu'il y avait moins d'achats. Alors on continue. Et oui, tout ça c'est du business à la fin. On continue. On a parlé des triples agonistes. La recherche, moi j'ai noté insuline intelligente, l'insuline en gélule, vivre sans aiguille, ça fait rêver les diabétiques. Et puis il y avait un truc en Chine avec une femme qui a reçu une greffe de cellules dérivées de son propre tissu adipeux et on l'a soignée du diabète. Alors tout ça, qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce qu'on dit ? Après, la recherche, elle se développe dans de multiples directions, ça c'est clair. Il y a un aspect génétique aussi dont on n'a pas parlé et dont vous êtes spécialiste. À ce moment-là, si je peux intervenir à la fois sur le diabète et l'obésité,
dans ce débat, est-ce que ce sont des gens qui mangent trop ou est-ce que c'est juste de manger trop sucré qui déclenche des diabètes? Effectivement, il y a une base génétique. Alors, on ne parle pas de maladie mendélienne, hein, mais il y a quand même des formes mendéliennes. Il y a des diabètes monogéniques. Il y a aussi des obésités monogéniques. Et pour ces formes-là, mais après, Amélie Bonnefond, qui est dans la salle, s'y connaît beaucoup mieux que moi. Elle va nous rejoindre Mais pour la prochaine table ronde. pour ce genre de forme, il est évident que les molécules comme Wegovy ou Mounjaro ne seront pas très, très utiles. Il y a d'autres traitements qui sont développés, on peut penser à la 7-mélatonine, etc., qui doivent être adaptés à chaque personne sur la base d'un diagnostic génétique. C'est ce qu'on appelle la médecine de précision, où on identifie exactement le problème de la personne et on lui donnera une médication adaptée. Donc, à la fois dans le diabète et l'obésité, on peut avoir des formes qui sont monogéniques. On a un gène qui est muté qui va causer l'obésité ou le diabète. On a des formes oligogéniques où il y a quelques gènes qui sont responsables. Des formes polygéniques où il y a des milliers de petites modifications dans notre génome qui vont contribuer au fait qu'on va avoir tendance, on va avoir un métabolisme différent, on va avoir tendance à accumuler la graisse ou à être plus sensible, à déclencher un diabète plus facilement. Et ensuite, on a des causes purement environnementales. On peut définir l'environnement, mais c'est très très large. Je reviens sur mon insuline intelligente. J'en ai entendu parler de ça. Je ne suis pas un spécialiste de l'insuline intelligente. Alors, dans les différentes choses qui ont été essayées, donc il y avait eu déjà l'insuline orale, les études étaient très, très avancées, sauf que donc l'insuline s'est détruite en fait, dans l'estomac, donc ça veut dire qu'il faut en mettre beaucoup, et en fait, le coût est trop important pour que pour qu'on puisse faire une production qui soit économiquement viable. Donc, du coup, pour l'instant, en tout cas, avec les technologies qu'on a actuellement, il n'y a pas d'insuline orale. Donc, pour l'instant, vivre sans aiguille, c'est non encore. Non. Bon. Après, les insulines intelligentes, alors c'est notamment, il y a eu plusieurs choses, mais peut-être que je peux citer un exemple qui est très intéressant. C'est une insuline en fait qui est reliée à un petit peptide. Donc, et si la glycémie est normale, il y a comme cette petite protéine, elle va aller couvrir l'insuline, donc l'insuline ne peut pas agir. Et si la glycémie est haute, hop, cette petite protéine va se détacher et l'insuline va pouvoir agir. Donc c'est la fin des hypoglycémies. Et puis l'insuline va agir effectivement en Ce sera disponible quand, ça? Non, là pour l'instant on est très... Ce sera disponible un jour. Voilà. On a répondu à la question, un jour. Et la Chine alors, avec cette greffe de tissu? Après, les greffes de tissu dans le diabète, là on parle du diabète de type 2, évidemment, dans le diabète de type 1, il y a aussi les greffes d'îlot, etc. Les greffes de tissu, c'est toujours la promesse. C'est un petit peu comme la fusion thermonucléaire. Ça va arriver dans 10 ans et dans 10 ans, ça va arriver dans 10 ans. C'est quand même c'est des interventions très très lourdes, très très chères et qui seront probablement pas déployées à large échelle pour une population où le nombre de patients diabétiques augmente de manière dramatique. Et pour des raisons, enfin c'est peut-être juste mon avis, hein, mais pour des raisons logistiques et des raisons économiques, je ne pense pas que ça remplacera la pharmacologie. Alors, oui, sauf peut-être effectivement dans le diabète de type 1 en tout cas. Donc dans le diabète de type 1, enfin, c'est les greffes dont on parlait en fait. Donc jusqu'à ce qu'on sait faire aujourd'hui et ce qui est entre guillemets disponible mais qui est réservé à une toute petite portion de patients, c'est on prend un pancréas d'une personne décédée, on isole les îlots, donc les cellules qui fabriquent l'insuline, et on va les greffer à une personne, et ça on le fait mais uniquement dans le diabète de type 1. Et comme c'est très difficile d'avoir des organes de personnes décédées, en plus souvent il faut plusieurs pancréas pour arriver à faire une greffe, donc c'est vraiment extrêmement lourd. L'idée, et en plus on est obligé d'utiliser des immunosuppresseurs qui eux-mêmes peuvent entraîner des diabètes, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc l'idée c'est d'avoir moins besoin d'immunosuppresseurs, donc c'est de trouver des cellules souches du propre patient, ou de prendre des cellules qu'on dédifférencie, donc on les retransforme en cellules souches, c'est très vulgarisé ce que je dis, puis on les retransforme, mais cette fois-ci on les oblige à se transformer en îlots, en cellules bêta,
pour les injecter, et effectivement en se disant qu'au moins on n'a plus besoin de la partie immunosuppresseur. Mais ce sont des processus encore extrêmement complexes. On ne sait pas non plus très bien quel est le devenir de ces cellules. Et puis, alors, je ne suis pas du tout une experte, mais en tout cas, dans ce que j'ai lu, c'est qu'il y a aussi la viabilité à long terme de ces cellules, c'est-à-dire qu'on se demande combien de temps elles vont tenir, quelques mois, quelques années. Alors, peut-être qu'on peut mentionner du coup vraiment l'aspect le plus poussé, en plus de cette différenciation de cellules, après la cellule, qui est donc un tissu. L'îlot est en fait un organe formé de plusieurs types cellulaires différents. Donc, la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle des organoïdes, où l'idée, c'est vraiment de former des îlots avec tous les types de cellules qu'on a dans l'îlot, les cellules alpha, les cellules bêta, les cellules delta, et de pouvoir greffer l'ensemble. Ouais, autrement dit, pour construire une maison, on a beau avoir des briques, c'est Voilà. pas avec ça qu'on va faire les Absolument. fenêtres, Il faut le des toit. Je vais vous interrompre parce qu'il faut quand même qu'on commence la session suivante. Donc vous restez avec nous.